Eh bien, je suis avec Marc Lermite. Bonjour. Bonjour. Marc, vous êtes associé partenaire du cabinet de conseil EY, ex-Ernst & Young. Voilà, exactement. Comme ça, on peut dire deux fois la marque. Comme ça, on peut dire deux fois la marque. Voilà. Dites-nous en deux mots, c'est combien de collaborateurs? Alors, dans le monde, c'est 300 000 personnes, c'est beaucoup. En France, 7 000 collaborateurs. Et dans 4 métiers, l'audit, qui est notre métier historique, toujours très important, le métier du conseil, auquel j'appartiens, un métier de conseil juridique et fiscal, et puis une activité liée aux transactions, au conseil financier. Bref, vous êtes un magnifique poste d'observation pour voir ce qui se passe dans la société. Les impacts économiques et sociétaux des décisions politiques et aussi des préoccupations des uns et des autres, de vos collaborateurs, de vos clients. Aujourd'hui, le sujet qui monte, c'est la préoccupation évidemment environnementale. Qu'est-ce que du poste où vous êtes, qu'est-ce que vous apercevez? Alors c'est vrai que ce que disent tout notre quotidien auprès de milliers d'entreprises un peu partout dans le monde, c'est qu'on n'est plus dans une préoccupation, justement on est dans une obligation, presque une injonction. C'est intéressant parce qu'il y a un croisement à la fois du réglementaire que tout le monde comprend maintenant, on va dire qu'on le découvre peut-être un peu tard, nous les entreprises, c'est-à-dire l'obligation d'être en matière énergétique, en matière de gestion des déchets, au niveau des engagements internationaux et des engagements du pays. Quand on est présent en France, la France met une pression, et c'est normal d'ailleurs, supplémentaire sur son adaptation aux enjeux climatiques. Mais c'est aussi une pression plus nouvelle, plus récente, plus pressante, si je peux le dire comme ça, de nos collaborateurs. Une entreprise comme EY, et comme d'autres d'ailleurs en France, c'est 29-30 ans de moyenne d'âge. Donc on a de nouvelles générations qui nous disent, qui nous demandent pendant les entretiens de recrutement, qui nous disent au quotidien, que faites-vous très concrètement? Moi, je me contente pas du baratin ou du charabia qu'on peut me servir, très corporate. Je veux des actes, je veux comprendre. Et d'ailleurs, je choisis mon employeur. C'est la réalité du moment, c'est pour ça que je vous en parle. Je vais choisir mon employeur, et on est dans une guerre des talents contre nos semblables. On essaie de jouer sur ces notes-là aussi, et d'être sérieux dans nos engagements environnementaux. Pour ça d'ailleurs qu'EY a décidé au plan mondial, avant la fin 2020, et on l'a décidé le 1er janvier 2020, donc on va essayer d'aller très vite, d'être neutre en carbone. Ça veut dire qu'il faut qu'on adapte énormément nos processus, de nos habitudes en tant qu'entreprise au plan mondial. Et puis c'est aussi une pression, je pense, qui se met sur la relation entre les entreprises, les collaborateurs et les territoires. Au plan de l'aménagement des espaces publics, au plan des transports. Quand on parle d'urgence et d'attente environnementale, ce qu'on réalise dans nos enquêtes, c'est que la première attente, c'est celle de transport et de mobilité douce. La place de la voiture, la pression et l'encombrement écologique de la voiture, c'est la première perturbation environnementale. Et donc, on nous demande, et nos activités partout dans le monde essaient de se localiser à des endroits où on peut auxquels on peut accéder de façon avec des transports en commun. Mais ça demande aussi un travail un peu d'anticipation, de collaboration, d'attention auprès de ces territoires, dans lesquels on agit. Alors, il y a les territoires, vous disiez aussi, il y a les collaborateurs. Est-ce qu'au niveau des collaborateurs, des jeunes talents, le discours, il porte? C'est un peu tôt parce que c'est tout neuf. Mais c'est un peu tôt, et puis je pense qu'il ne portera que quand on sera, pour tout le dire, vraiment sérieux sur cette question-là. En tant qu'associé d'EY, je ne peux pas vous dire autre chose que nous sommes extrêmement sérieux et engagés. Mais je pense qu'il nous faut du temps pour nous adapter. Aujourd'hui, on va dire, les implantations d'EY dans le monde, plusieurs centaines, sont des bureaux dans des grandes tours, des endroits emblématiques. En Île-de-France, par exemple, c'est à la Défense. On a 4500 collaborateurs à la Défense. À Lyon, c'est à la Part-Dieu, etc. Et ce sont des endroits qui n'ont pas forcément été conçus et qu'on n'a pas nous-mêmes conçus pour être au rendez-vous de cette attente qui s'impose à nous, pas d'année en année, mais presque de mois en mois. Et donc, au bout de 2-3 ans, je pense que nos collaborateurs auront compris que EY est sérieux, mais avec nos voisins, avec l'aménageur de la Défense, avec le Grand Paris, avec l'Île-de-France, avec les opérateurs de transport en commun, avec les énergéticiens. On ne peut pas faire tout seul, bien sûr. On est occupant de murs et on ne les a pas construits, ces murs. On n'a fait pas venir l'énergie. Donc il faut qu'on soit un peu plus dans la machine environnementale, parce que sinon c'est facile de dire zéro papier, c'est déjà le cas. Télétravail, c'est déjà le cas. On peut faire des choses très simples, mais le vrai, le dur, le coûteux, en
carbone, ce sont des choses qui nous échappent, sauf si on dit, comme on va le faire aujourd'hui, que c'est important pour nous, pour notre développement, pour notre attractivité, et donc pour l'attractivité du territoire. Et alors au-delà, comment on fait la différence entre cette attitude responsable et puis le céder aux sirènes du greenwashing, où voilà, c'est un peu facile, beaucoup d'entreprises font ça de façon très opportuniste aujourd'hui. Comment vous vous positionnez? Alors, de différentes façons. D'abord, on a, nous, une équipe qui s'en occupe en permanence. C'est une équipe RSE qui n'est pas nommée parce qu'on ne savait pas à quoi la nommer autrement. C'est une équipe qui d'ailleurs est issue, en tout cas pour sa partie managériale, de nos équipes de conseil en environnement et en adaptation aux enjeux climatiques. C'est une équipe d'une centaine de personnes qui est absolument brillante, super efficace, et dont se sont extraits quelques personnes qui viennent travailler pour l'entreprise EY. Donc ça, on va dire que si on prenait au sérieux la qualité du conseil qu'on apportait à nos clients, grands groupes, PME, start-up, territoires, eh bien on se l'applique à nous-mêmes avec les mêmes professionnels, le même niveau de qualité. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement et c'est en tout cas l'engagement, coûteux mais extrêmement sérieux, et on sait qu'on en retirera beaucoup de bénéfices qu'on a pris depuis quelques années déjà, mais qui s'intensifient en ce moment. Alors, autre question dans l'actualité, c'est le coronavirus. Comment est-ce que vous chiffrez l'impact économique que ça peut avoir au niveau global et puis à votre niveau à vous? Alors, au niveau global, je ne vais pas me substituer aux économistes, les prévisions sont assez dramatiques. C'est évidemment une crise économique, c'est d'abord une crise sanitaire, humaine, qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut comprendre dans tous ses ressorts, dans son rapport aussi aux autres crises sanitaires dont on parle un peu moins. Je vais vous dire, c'est ce qui me vient moi aujourd'hui, on adapte, je vais vous dire, je pense, moi je sais que quand on sait que 500 000 personnes meurent du palu chaque année en Afrique et plus de 60 000 de la grippe saisonnière en Europe, je ne dirais pas que les quelques milliers de morts et victimes et confinés du coronavirus ne comptent pas, mais ça pose des questions sur ce phénomène, sur l'enchaînement de cette crise qui est d'abord une crise sanitaire, qui manifeste aussi que la Chine communique plus, est aujourd'hui un pays dont les systèmes de réponse ressemblent à peu près à système de réponse que nous avons dans des économies occidentales qui donnent souvent la leçon sur la qualité de leurs services de santé, leurs services de protection, de précaution. Donc pour revenir aux enjeux, les impacts vont être assez massifs. Je dirais deux choses. D'abord, l'entreprise EY et puis la plupart de nos clients d'ailleurs s'adaptent en faisant le moins, en maintenant, en annulant un certain nombre de réunions, bien sûr, de présence à des salons, à des réunions par palier. Aujourd'hui, on est passé à un stade où effectivement, on est presque dans un travel ban, comme on dit, c'est-à-dire une interdiction, une restriction très forte sur les déplacements. Je devrais peut-être pas être là aujourd'hui, mais je suis ravi de l'être. Je suis tout à fait sain d'ailleurs, porteur, ne vous inquiétez pas. Mais on est aussi dans un deuxième temps qui est celui où en même temps de réponse à nos clients qui sont pour certains dans des problématiques extrêmement complexes, les entreprises de tourisme, compagnies aériennes, les hôteliers, les grandes chaînes hôtelières. On est là dans un impact très direct, très très grave, une vraie crise pour certains d'entre eux, et puis d'autres qui sont plutôt dans un champ industriel qui savaient, mais subissent aujourd'hui que l'impact d'un équipementier de rang 3 ou de rang 4, c'est-à-dire celui qui faisait la petite pièce qu'on ne voit pas dans la voiture par exemple, ou dans le téléphone, et qui le fabriquait en Chine. Donc ça, cette façon de répondre à cette urgence, et plutôt de se projeter à 3-5 ans dans une meilleure répartition des risques, c'est évidemment comme ça qu'il faut réfléchir. Nous, on pense et on voit que sans doute l'Europe, peut-être les États-Unis, mais l'Europe certainement va voir revenir un certain nombre d'implantations, d'activités industrielles, de supply chain qui sont très dépendantes de la Chine.
et qui chercheront à l'être un peu moins. Voilà. Donc c'est aujourd'hui une réponse d'entreprise, hein, EY. Voilà, il faut qu'on sache comment faire travailler la machine, hein, les 300 000 personnes que j'évoquais tout à l'heure, se préoccuper de ceux qui pourraient être affectés, hein, au premier rang. On a pour l'instant pas beaucoup, je touche du bois, et puis accompagner nos clients de toute manière que ce soit. Alors dernière question, on est à la veille de la journée des droits de la femme. Est-ce que la parité, il faut en faire une injonction comme le changement climatique? Oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre? Bien sûr, mais je suis en même temps honteux de vous dire, parce que je vous pose une question très franche, que nos entreprises, nos grandes entreprises sont pas exemplaires, et EY n'échappe pas, on fait des efforts considérables. Moi je suis extrêmement optimiste parce que ça fait 20 ans que je travaille dans cette formidable organisation qu'est EY, donc j'ai vu notre monde avancer et notre entreprise et notre organisation évoluer fortement. Et je pense, comme beaucoup d'autres, comme la plupart des autres, hein, je pense qu'on ne peut pas donner de leçons, mais en comprenant mieux ce qui se passe entre 22 et 40 ans pour une très jeune femme, une jeune maman, comment se comporter différemment quand on est un homme dans un monde d'hommes. Et donc c'est comme ça qu'on passera d'environ 20% de nos associés qui sont des femmes. C'est pas acceptable, on devrait être 51%. Je vous le dis, mais on pourra le faire progressivement quand ces jeunes générations on aura su s'adapter, comprendre, utiliser leurs incroyables talents, qui ne sont pas plus talentueuses que les hommes, mais qui ont probablement des attentes, des besoins, des vies qui doivent être gérées un peu différemment. Voilà. Il faut que je leur fasse de la place, il faut qu'on s'adapte à leur façon, à la façon dont le multigénérationnel, mais aussi nos entreprises diverses doivent évoluer. Donc c'est très compliqué. Ça appartient beaucoup à ma génération. Voilà, il faut qu'on fasse de la place, qu'on s'efface, mais il faut qu'on s'occupe de au quotidien des jeunes femmes autant que possible. Merci beaucoup Marc Lermite. Je vous en prie, merci.